il y a beaucoup de terres rares qu'on va chercher au Chili. Le Chili n'a pas d'eau. Le Chili en stress hydrique. Qu'est-ce que le Chili doit faire en tant que pays? Est-ce qu'il doit donner son eau pour retirer les métaux précieux et les envoyer sur l'Occident? Ou alors, est-ce qu'il doit donner de l'eau à sa population? On en est à des choix comme ça. Et chez nous, il y a actuellement, vous avez vu, avant ce moment de pluie, on a fait face quand même à un gros moment de sécheresse, et notamment dans le sud. Par contre, il y a quelque chose qui est resté vert de chez vert. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a que des gens du sud par ici? Non? Vous n'avez pas fait attention? Oui? Vous n'avez pas fait vert qui est resté bien vert, comme s'il n'y avait pas de sécheresse. Hein? Le golfe des Trois-Îlets, exactement, le golfe des Trois-Îlets. Il y a encore autre chose qui est resté bien vert. Des cultures, je vous aide. Des bananes, exactement. Les bananes sont restées. La canne a pu aussi sortir. On arrose beaucoup, énormément ces monocultures. Mais quand on aura un problème d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on aura un problème, on a déjà un problème d'eau en Martinique. Hein. Quand on aura un problème d'eau existentiel, qu'est-ce qu'on va faire avec notre eau? Est-ce qu'on va continuer à irriguer ces cultures qui partent à 99% à l'export? 99% de tout ce qui est planté là part à l'export. Est-ce qu'on va continuer à irriguer ça? Et là, nous allons réaliser une conférence la plus interactive possible. Alors, ça veut dire que je vais vous poser des questions et puis on va interagir ensemble sur le thème du climat et pas que, et de la reliance au vivant. Comment vous voyez dans 10 ans ou dans 5 ans? Oui, vas-y. Si je me projette dans 5 ans, moi je me dis que ce sera le gros plongeon. C'est-à-dire que, vu l'état de la société actuelle, les choses ne vont pas s'améliorer. Dans 10 ans, je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix. En face de nous, il ne reste pas vraiment un système qui est complètement détruit. Il faudra vraiment reconstruire autre chose sur d'autres bases. Donc dans 10 ans, soit on marche avec la nature, on adhère avec le fonctionnement de la nature, ou soit on est en opposition totale, on sera dans plus de violence, plus de destruction. Et la base de tout ça, c'est quelque part la cupidité, avoir toujours plus, avoir la plus belle voiture, la plus grande maison, le plus, alors que la nature nous donne généreusement tout ce dont on a besoin. Alors, moi, dans 10 ans, c'est ça? Ouais. Alors, dans 10 ans, comme disait monsieur, je pense qu'on va, nous sommes ici aujourd'hui, on va se battre en fait pour préserver la terre, la planète, du ciment, du béton, tout ça. Quoi. Je pense qu'il y aura vraiment un combat à faire pour garder la planète Terre comme elle est. Je pense d'abord dans 10 ans aux enfants, à mon fils, mes filles, pouvoir les mettre au contact de la nature précocement, essayer de leur enlever leur peur, la peur du noir, la peur des bébêtes, la peur de l'eau, de beaucoup de choses, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait que bon voilà, cette nature va les accueillir et il faut qu'ils collaborent avec elle pour le meilleur. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe au-dessus de notre tête? Qu'est-ce qui est en train de se passer au-dessus de notre tête? Nos activités humaines, en tout cas d'une partie de l'humanité, utilisent ce qu'on appelle des énergies fossiles. Est-ce que vous savez ce que sont les énergies fossiles? En tout cas, bon, les énergies fossiles, en gros, c'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz dit naturel et qui, une fois brûlé, va contribuer à ce qu'on appelle les gaz à effet de serre.
Merci. Et est-ce qu'on en utilise là en ce moment de l'énergie fossile? Oui. Oui, exactement, avec l'électricité. Elle consomme quoi cette électricité? Du pétrole, exactement. Notre mix est à 85% de pétrole et un petit peu de ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, c'est-à-dire le solaire, l'éolien, la biogaz essentiellement. Les énergies fossiles, donc, pourquoi on les appelle fossiles d'ailleurs, vous savez? Parce qu'on les prend sous terre. Oui, on les prend sous terre. Et elles ont mis longtemps à se former ou? Des milliers et des milliers d'années. Elles ont mis des milliers et des milliers d'années à se former et à rentrer sous terre par la décomposition d'organismes végétaux et animaux, donc qui se sont décomposés avec de la pression sur terre et qui, en se décomposant, ont emmené du carbone qui était dans l'atmosphère et qui l'ont ramené sous terre profondément et transformé en pétrole, charbon et gaz. Et effectivement, on sort tout ça à une vitesse vraiment folle. Et quand on le sort, pour l'utiliser, on le brûle. Et comme tu l'as dit, quand on le brûle, ça émet des gaz à effet de serre, dont un gaz à effet de serre qui est le dioxyde de carbone. Est-ce que vous savez ce que c'est un gaz à effet de serre, en fait? Projeter l'effet de serre. En fait, on pourrait aller un peu simplement en disant, disons ici, on a un carbet. Si on ferme tous les pans, d'accord, il va faire plus chaud ou plus froid? Plus chaud. Donc en fait, quand on est effectivement sous un effet de serre, il fait plus chaud en dessous. Vous savez, il y a un effet de serre naturel et un effet de serre rajouté par l'homme. Il y a un effet de serre naturel qui permet en fait à la planète de ne pas être toute glacée. Sans cet effet de serre naturel, la planète serait à moins 18 degrés en tout. Donc en fait, il n'y aurait que de la glace sur Terre et il n'y aurait pas de vie. Ou alors toute autre forme de vie. Telle qu'on la connaît là, c'est l'effet de serre naturel, notamment les gouttelettes d'eau, mais aussi du carbone, parce qu'il y en a à l'état naturel. Ça a permis en fait de maintenir la Terre à une température moyenne de 14 degrés. Est-ce que vous savez la différence entre température 14 degrés, moyenne de la Terre, et puis dehors il fait 30 degrés? Si je dis dehors il fait 30 degrés, c'est la température instantanée météo. Par contre, la température moyenne sur Terre, c'est la température sur tous les continents, y compris dans les océans, sur une période d'au moins 30 ans, sur une longue période. Alors pour vous représenter la dernière ère interglaciaire, les océans étaient plus bas de 120 mètres et l'Europe du Nord, par exemple, il y avait 3 km d'épaisseur de glace. Donc la Finlande, tout ça sous la glace. Est-ce que vous avez une idée de combien de degrés en termes de climat séparaient les deux moments? 2 à 3, presque, n'est pas loin. C'est entre 4 et 5 degrés. Entre 4 et 5 degrés et 10 000 ans. Alors, revenons à nos gaz à effet de serre. On repart des énergies fossiles, ok? Les énergies fossiles, on les brûle, on envoie le CO2, et ce CO2, il part dans l'air. Il est quand même absorbé par 2 puits de carbone qui nous aident vachement. Le premier, c'est exactement les plantes. Les plantes, on en absorbe un quart. Et il y en a un autre qui en absorbe un quart. Alors, vous savez ce que c'est? Les océans. Les océans, exactement. Les océans en absorbent un quart. Et l'autre moitié du CO2, elle vient s'accumuler dans notre atmosphère. Et c'est pour ça que je vous dis donc que quand je suis rayon infrarouge, que je repars de la Terre, j'ai de plus en plus de gaz à effet de serre devant moi. Parce que nos puits de carbone ont beau fonctionner, nos arbres ont beau pomper ce carbone, comme on en envoie très très vite dans l'atmosphère, eh bien, ça fait que nos arbres en reçoivent plus vite, ce qui vient les déséquilibrer. Notre océan en reçoit énormément, ce qui vient acidifier l'océan. Et dans notre atmosphère, il y en a de plus en plus. Cette énergie, il faut bien qu'elle agisse. Elle va où d'après vous? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous mettez de l'énergie, sur une casserole. Ça chauffe, exactement. Donc en fait, cette énergie, ce qu'il faut bien comprendre, cette énergie qui reste piégée sur Terre, elle est absorbée en très, très, très grande majorité, 91% par nos océans. 91% de l'énergie qui reste piégée sur Terre est absorbée par nos océans. 5% est absorbée par nos sols. Et ça, c'est très important ici, parce que qu'est-ce qui se passe pour nos sols, du coup? Qu'est-ce que ça leur fait d'absorber de plus en plus d'énergie? Ça les fragilise, exactement, ça les assèche,
Et du coup, ils retiennent moins d'eau et c'est problématique pour la vie des végétaux, pour l'eau, pour plein de choses que l'on verra tout à l'heure. Donc c'est 1% seulement qui vient en fait réchauffer l'air. Le fait que 91% de l'énergie soit absorbée par les océans, ça a quoi comme conséquence d'après vous? Quand on chauffe, ça augmente la température de l'eau, on est d'accord? Et quand ça augmente la température de l'eau, quand vous faites, reprenons notre bouilloire, si vous faites bouillir de l'eau monte, exactement madame, l'eau monte. L'eau de notre océan monte lentement, mais sûrement. Ce sur quoi on peut agir, c'est la vitesse à laquelle ça va se faire. Ça a des conséquences, ça a notamment une conséquence très forte et très importante que l'on subit déjà ici. C'est la perturbation du cycle de l'eau. Puisqu'en fait, le soleil chauffe la mer, l'eau s'évapore, ça nous donne nos nuages. Les nuages, quand ils arrivent près des îles, donc au contact du relief, il y a une condensation. Même s'il ne pleut pas, en fait, d'autant plus s'il pleut, mais même s'il ne pleut pas, on voit que nos rivières là sont pleines. En fait, il y a une condensation au contact de la végétation et du relief. Et donc l'eau se met à couler en petits gouttes, en petits ruisseaux et en petites rivières, en grandes rivières, et retourne à la mer. Donc c'est le cycle de l'eau. Alors, vous avez parfaitement raison. Et en plus à cela, on peut ajouter le fait que la température de l'air augmente et le fait que la température de l'eau augmente. Le troisième effet qui n'est pas chouette du tout, c'est que cette eau, elle redescend très très vite à la mer. Au lieu d'avoir ce cycle doux dont vous avez parlé, qui nous permet de charger nos rivières, qui nous permet de charger nos nappes phréatiques, qui nous permet de charger nos sols, eh bien l'eau, elle ruisselle de plus en plus vite à la mer. Pour vous donner un ordre de grandeur, si mon bras, c'est la Terre, ici, ce serait les océans. Là, ma phalange, l'ongle, ce serait l'eau douce. Et le petit bout qui reste là, ce serait l'eau potable. Ce sur quoi on est en train de jouer, c'est sur ça. Sur cette petite... Et vous avez vu, ça ne fait pas beaucoup, hein. Ça n'est pas beaucoup d'eau disponible pour l'homme. Pour l'homme et pour le vivant, hein. Pas seulement, on est plusieurs à se partager l'eau. Et encore moins, une fois qu'on a atteint et qu'on parle de pollution, etc., eh bien, il nous en reste encore de moins en moins. Et qu'est-ce que ça vient provoquer tout ça pour la Martinique? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Des cyclones, oui. Des cyclones majeurs plus fréquents, donc des cyclones de force 3 à 5. Donc, et chaque année, depuis quelque temps, la NOAA prévoit quelque chose, des saisons de plus en plus intenses, avec de plus en plus de cyclones majeurs. La particularité de ces cyclones majeurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'ils se renforcent très vite. Pourquoi ils se renforcent vite? Ils tirent leur puissance de quoi? De la chaleur, de la chaleur. Ouais, de la chaleur de quoi? Du réchauffement. Ouais, exactement, de la chaleur des eaux. En fait, plus il va rencontrer de l'eau chaude, et plus il va tirer de la puissance. Je ne sais pas si vous avez observé les 2 dernières années, mais ceux qui se sont pris sur la tête des cyclones 5, eh bien, 36 heures avant, c'était des tempêtes tropicales. Je pense aussi aux Bahamas en 2019 qui ont pris le cyclone Dorian, qui leur est resté 48 heures à stagner dessus. 48 heures, l'horreur de 48 heures d'un cyclone de catégorie 5. Là, c'est vraiment quelque chose de... En fait, on est dans un monde d'extraction, d'extractivisme. On a besoin pour tout ce qu'on fabrique de prendre des ressources. Alors on a parlé du pétrole, on prend du pétrole. Qu'est-ce qu'on prend encore sous terre? Des minéraux. Des minéraux, exactement. On en prend et on en prend de plus en plus. Et qu'est-ce que ça cause comme dégâts? Des désertifications. Exactement, des désertifications et puis des énormes pollutions de l'environnement. Alors, pour vous donner une idée, j'écoutais une conférencière qui disait que lorsqu'on va chercher de l'or, vous savez, il n'y a plus d'or dans les mines. On ne le voit plus, en fait.
Il y a des paillettes d'or, des atomes d'or. Il n'y a même plus de paillettes d'or, il y a des atomes d'or. Et puis, on est obligé d'utiliser du cyanure. Du cyanure, en fait, pour recoller ces atomes et en faire de l'or. En fait, dans cette conférencière avait une image. Non, mais vous vous rendez compte? Tout cet or, en fait, on en fait des lingots qu'on remet dans des souterrains, dans des bunkers, dans des banques. Et on l'utilise aussi en électronique, c'est sûr. Et il y a autre chose qu'on utilise en électronique. Il y a l'air, il y a l'eau, et il y a une troisième ressource, la plus utilisée au monde. Énergie. Non. Le sable, exactement. Le sable. Est-ce que c'est le sable du désert qu'on utilise? Non. C'est pas le sable du désert. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est trop échantillon. En fait, il est trop parfait. Il est parfait, le sable du désert. On ne peut pas faire de la construction avec le BTP parce qu'en fait, le grain est trop fin et trop rond. Et donc, on a besoin du sable de mer ou de pierre de rivière. C'est ce qu'on prend. C'est ce qu'on prend et principalement, on le prend pour le BTP. C'est énorme. Les quantités de sable que l'on prend dans le monde sont énormes. Et pour en faire quoi? Des maisons, des bâtiments. Le BTP, c'est le principal utilisateur, mais pas que. Tout ce qu'on a, tout ce qui a du verre, par exemple, tout ce qui est ici, il y a du sable dedans. Enfin, le sable, c'est une ressource très précieuse et qu'on utilise tout le temps. Et malheureusement, on va le prendre très profondément dans la mer. Ça pose un problème, ça, après tout, on ne voit pas. Pourquoi pas aller le prendre très profondément dans la mer? Et nous, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient avec des machines, on vient tout forer, on vient perturber le silence. Le silence immense qui règne au fond de l'océan. Les bruits spécifiques à l'océan. On vient faire beaucoup de bruit, on vient mettre beaucoup de lumière, on vient mettre tout ça en charge pour pouvoir prendre ce sable. Et en faire quoi au final de ce sable? Regardez tous les objets qu'on a dans une maison qui sont complètement inutiles et qui ont utilisé ce sable. Regardez toutes ces constructions neuves que l'on fait sans arrêt. Regardez ces immenses constructions que l'on réalise alors qu'on sait que les scientifiques nous alertent sur le fait que, attention, on n'a pas besoin de 200 mètres carrés pour vivre, 40 mètres carrés ça suffit, 30 mètres carrés ça suffit. Vous savez à partir de quoi le plastique est fait? De pétrole. Et ce plastique, est-ce qu'il se dégrade? Non, il ne se dégrade pas. Il se transforme en nanoplastique et en microplastique au bout d'un très long moment. Et donc, quand il arrive à l'océan, il tombe direct au fond de notre océan et sont avalés par nos poissons. Et au final, par qui? Par les oiseaux. Et par qui aussi? Par nous. Ça fait combien de temps qu'on a démarré cette conférence? Allez, on va dire, ça fait 30 minutes. 30 minutes, on va dire qu'il y a 30 millions de bouteilles qui sont sorties, de bouteilles plastiques. Vous vous rendez compte? Pendant qu'on parle, 1 million par minute. C'est quelque chose d'énorme, juste de bouteilles en plastique. Je ne vous parle même pas du reste du plastique. Notamment ici, on l'a vu, à un moment donné, on avait beaucoup de verres recyclés, ici. Pour les bouteilles de bière, les jus, j'ai connu ça, peut-être que je me fais vieux, mais j'ai connu ça. Les belles oranges, etc. C'était des bouteilles en verre recyclées pour la plupart. Et puis, à un moment donné, tout ce recyclage, tous ces consignes, je me rappelle des caisses, des bouteilles de bière qu'on remplissait de bouteilles vides pour qu'elles soient à nouveau réutilisées. Tout ça a disparu du jour au lendemain. Le législateur a laissé, et nous avons laissé commettre ce crime pour que tout ça soit remplacé par du plastique à jeter, quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, alors je ne sais plus qui c'est qui a dit, les végétaux, ils appellent l'eau. D'accord? Et c'est toi qui en as parlé? Oui. Et je voulais juste rajouter Ouais. que le bambou est un puits de carbone extraordinaire, Ouais. beaucoup plus que les autres arbres. Exactement, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore comme action? Du coup, il y a le bambou. Il y a quoi encore qu'on pourrait faire?
Respecter les océans. Respecter les océans, ouais. Quoi encore? Pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. Pour limiter tout ça. Les gaz à effet de serre, mais pas que. Il y a aussi l'ensemble des limites planétaires. Donc l'eau, l'océan, oui, c'est vrai que je ne les ai pas tous énumérés. Il y a les aérosols, c'est-à-dire la pollution qu'il y a dans l'air. Il y a le cycle du phosphore et de l'azote qu'on a cassé. Donc le cycle du vivant. Hein. Il y a l'introduction dans le sol de nouvelles entités, comme par exemple le plastique. Là, on a aussi explosé cette limite. Il y a la couche d'ozone. Il y a bien sûr j'allais dire l'érosion de la biodiversité, mais c'est plus une érosion, quoi. C'est un effondrement de la biodiversité, le changement climatique et l'eau. Voilà, ce sont les 9, il y en a 9 limites planétaires, on en a déjà explosé 6. Ça veut dire qu'on est dans un environnement qui n'est plus sain pour ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement pour retrouver un environnement sain, en tous les cas en Martinique, en tous les cas chez nous, pour être plus résilient, parce que c'est ce qu'il nous faudra, hein, de la résilience et de la force. Donc tu l'as dit, respecter les océans, utiliser le bambou, oui. Une des premières choses au quotidien, une première chose qu'on... Donc changer alors notre mode d'alimentation et notre mode de vie, notre mode de vie, exactement. Qu'est-ce que tu disais? Notre mode de fonctionnement, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres idées? Faire de la sensibilisation, exact, merci beaucoup. Pour les enfants surtout. Oui, alors pour les enfants, c'est très important, mais c'est surtout très important pour les adultes, parce que le dernier rapport du GIEC nous dit qu'on a quand même 3 ans pour agir. Et donc les enfants, ils auront beau faire tout ce qu'ils peuvent, en 3 ans, ils ne pourront pas faire grand-chose. Par contre, c'est à nous, mais pour continuer, et puis pour prendre conscience aussi que c'est important de le dire aux enfants, parce que je vous ai demandé, ma première question, c'était dans 10 ans, comment vous vous projetez? Dans 10 ans, le monde sera complètement différent que ce qu'il est là. Donc dans 10 ans, les déséquilibres actuels vont encore s'aggraver. Et on va avoir beaucoup plus de pluie, de sécheresse et de cyclones, et tout ça, moins d'eau disponible. Tout ça, c'est une adaptation de vie. Si vous réfléchissez à votre travail, votre lieu de travail, où il est, comment vous faites, si vous avez moins d'énergie, moins de pétrole, moins de voitures, si tout devient plus cher, comment est-ce qu'on s'alimente? Mais tout ça, vous savez, c'est d'abord une question de reliance au vivant. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, se souvenir qu'autour de nous, c'est du vivant, ce vivant? Comment est-ce qu'on fait pour réécouter les vibrations de ce vivant? Vous savez, tout à l'heure, tu l'as dit, les arbres, ils ont une capacité qui est hyper importante. Ils appellent l'eau. Ils appellent l'eau par des vibrations. Quand ils se mettent ensemble, et ils appellent l'eau par ces vibrations. Et ces vibrations, Alfred et moi, on pense que c'est très, très important. Est-ce que tu veux bien en dire quelques mots? Ouais. Tiens. Oui, en fait, ce que je souhaite dire, c'est qu'il il y a donc quand l'air fonctionne entre les arbres, quand l'eau coule dans la rivière, quand on observe le chant des oiseaux aussi, quand on observe les sons que font les insectes, tout ça correspond à un langage. Et ce langage-là, il est uni. En fait, il est un. Il est un, il faut être en harmonie avec ce langage, puisqu'en réalité, toute la nature est une. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'être attentif à ce qu'on vit, à ce qui se fait autour de nous, mais aussi à ce que nous pouvons proposer pour que les choses puissent changer. Parce que si on ne fait rien, on est complice de la suite des événements. Voilà. Oui. Merci. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent même nous empêcher d'utiliser notre corps. Parce qu'une fois qu'on
On va empêcher les gens de jouer. On va empêcher les gens de danser. Les gens, ils ont honte de bouger. Ils sont mal à l'aise. Nous sommes tous venus d'une culture africaine. Et tout ça se passe par l'expression du corps. Tout est une question de vibration. Les tambours qu'on les joue, il va jouer, c'est les mêmes sons qu'on en a dans les ventres de la maman, qu'à la mâche, les cœurs. C'est quelque chose de primitif dans le sens d'être les premières. Donc, Alfred Barras au tambour. Vous tous à la participation, merci parce que vous avez été interactifs. Hein? Oui, Martine Lheureux. Ouais, ok, super. Mais c'est pas grave. Et qu'aujourd'hui, le système, il veut nous empêcher d'être bien dans notre peau. Donc, il faut faire acte de résilience, mais de résistance en même temps, pour pouvoir être dans la capacité de savoir, j'ai le droit de me sentir bien, j'ai le droit de bouger, j'ai le droit de chanter. Quand on chante, si on chante bien, on chante mal, on s'en fout. Parce qu'on fait la création, on fait nos émotions partir. Et c'est après qu'on chante un peu, qu'on rentre en connexion avec notre être en tant qu'humain. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans notre société? C'est que nous ne sommes pas humains. L'humanité, elle entend arrêter d'être des humains. Et c'est ça le problème de tout ça.